Bienvenue dans School TV, le MAG. Chaque semaine, lumière sur des initiatives locales, régionales ou nationales. Marine Plantec est à mes côtés. Salut Marine. Bonjour Alix. Le MAG vous propose aujourd'hui un témoignage fort sur le don d'organes. Nathalie Asseya revient pour nous sur son expérience du don de soi et du don de la vie à travers le rein qu'elle a donné à sa sœur. Un combat qui touche à la fois la greffée et la donneuse. Comment sensibiliser le plus grand nombre au don d'organes? Comment procéder pour donner? Que dit la législation à ce sujet? Quelles sont les conditions d'éligibilité? Éléments de réponse dans un instant. Et puis dans ta loupe, Marine, de quoi nous parles-tu? On va parler d'un livre. Le livre s'appelle Le don d'Alice et ça nous raconte l'histoire d'une famille qui a perdu une jeune fille. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue. Nathalie Asseya, autrice, dessinatrice, illustratrice de Le Rein du Cœur aux éditions Récit, marraine de l'association Pousse de Bambou. Pour commencer, c'est quoi Pousse de Bambou? Pousse de Bambou, France-Vietnam Parrainage, c'est une association de parrainage d'enfants qui est basée à Ho Chi Minh. Et ça permet en fait, nous on aide, en fait on parraine un enfant et on les aide à être maintenus dans des écoles. En fait, d'aller à l'école, de financer leur étude. Et vous, votre engagement, Alors moi, je parraine une petite fille et il y a des actions tout au long de l'année avec Pousse de Bambou et donc voilà, j'essaye d'y participer. J'ai fait des illustrations aussi pour eux, pour leur permettre de récolter des fonds. Vous vous y rendez aussi? Comment c'est né cette collaboration? Alors, cet engagement plutôt? Oui, alors en fait, j'ai une partie de ma famille qui est d'origine vietnamienne, donc d'où le lien avec le pays. Et ça fait longtemps que je voulais parrainer un enfant, et donc j'ai trouvé leur site internet, sur internet tout simplement, et j'ai eu des contacts avec Elisabeth Sorin, la présidente, et il y a eu un bel échange, et du coup, je me suis engagée avec eux. Et vous êtes effectivement très, très engagée, Nathalie. J'aimerais qu'on revienne sur votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter le moment où vous avez pris la décision de donner un rein à votre sœur? Oui, alors en fait, c'était en janvier 2014. Ma sœur, à l'occasion d'un contrôle de routine, a eu des résultats comme quoi elle était en insuffisance rénale. Et en fait, que la solution qui se présentait à elle, c'était d'avoir un traitement sous forme de dialyse et éventuellement de s'inscrire sur une liste nationale en attente d'une greffe. Et à ce moment-là, spontanément, je lui ai dit, mais en fait, s'il te faut un rein, moi, je veux bien t'en donner un. Moi, je t'en donne un, en fait, Donc, c'était instinctif? Oui, voilà, ça a vraiment été un cri du cœur, instinctivement. En fait, j'ai pas réfléchi Et vous aviez quel âge toutes les deux à l'époque? À l'époque, ma petite sœur avait 23 ans et moi 29. Et vous n'avez donc pris aucun moment pour prendre cette décision? C'était évident? Oui, voilà, en fait, oui, c'est sans réfléchir, c'est ce que je lui ai dit. Par la suite, après, moi, j'ai eu le temps d'y réfléchir, mais en tout cas, ma sœur ne me l'a jamais demandé. C'est vraiment moi, spontanément, qui lui ai proposé. Et ensuite, il y a eu des doutes, j'imagine? Oui, beaucoup, en tout cas en ce qui me concerne. Lesquels? En fait, tout au long des étapes qui mènent sur le parcours de la greffe, on passe beaucoup de tests médicaux. Nous, ça a duré 9 à 10 mois, entre le moment où on a appris son insuffisance rénale et le moment de l'opération. Donc pendant 10 mois, on a vraiment le temps de prendre la mesure de notre engagement pour donner un organe de notre vivant, se demander quelles sont les conséquences pour notre vie future, si nous, après, il nous arrive quelque chose, la peur de l'opération, l'anxiété aussi un peu vis-à-vis du monde hospitalier, parce que même si ma sœur le connaissait, moi je ne le connaissais pas du tout, parce que j'étais en bonne santé. Donc ça amène à la fois un questionnement au niveau de l'opération en elle-même, mais aussi après vraiment des questions sur sa vie aussi en soi-même en fait. Parce que concrètement, ça se passe comment? Elle a cette nouvelle, donc elle s'appelle Lucie, votre sœur. Vous prenez la décision de lui donner un rein, et à partir du moment où vous formulez cette décision-là, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est quoi le process? Alors en fait, la première étape, pour nous, ça a été de passer un test de compatibilité.
pour savoir si le rein que je souhaitais lui donner, si la greffe pouvait prendre en fait. Ça passe par des prises de sang. Voilà, une prise de sang, voilà, un check-up assez important. Donc nous étions compatibles. Même si on était sœurs et qu'il y avait de grandes chances qu'on soit compatibles, c'était pas forcément, ça pouvait ne pas être le cas. Donc nous étions compatibles et du coup on est rentré dans un sorte de parcours où j'ai passé vraiment beaucoup de tests médicaux. Voilà, les médecins s'assurent vraiment que la personne qui souhaite donner un organe est vraiment en parfaite santé et que ça ne va pas lui porter préjudice de donner un organe en fait. Oui. Donc il y avait à la fois le volet médical. Mais il y avait aussi un volet juridique et éthique, puisqu'on ne peut pas donner un organe comme ça. Donc, tout est encadré par la loi. Donc, j'ai dû voir un juge. J'ai aussi été appelée à avoir un comité d'éthique qui s'est assuré que j'avais bien tout mon discernement, que je n'avais pas reçu de menaces ou de pression, quelle qu'elle soit, pour donner mon rein. Enfin, voilà, on s'assure vraiment que le donneur est consentant et on répète tout au long du parcours, on répète la question voulez-vous vraiment donner votre rein ? Voulez-vous vraiment donner votre rein ? C'est une question qu'on m'a au moins posée 10 fois tout au long du parcours. Donc, Et est-ce que vous avez eu des moments où vous avez pensé à rétropédaler éventuellement ? Alors, il y a beaucoup, oui, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de moments de peur et de doute. Et comment vous les gériez justement ? Il y avait un soutien psychologique à disposition ? Alors, personnellement, je n'en ai pas eu de mis en place. J'aurais peut-être pu, par mon initiative personnelle, être suivie par un psychologue ou autre. Moi, c'est passé par le yoga, puisque j'en faisais beaucoup. J'en faisais beaucoup déjà à l'époque. Donc, vraiment par des exercices de respiration, et puis se poser et essayer de toujours revenir. C'est ce que je dis dans le livre. C'est dans ce roman, je remets bien l'accent sur. Il y avait à la fois la voix du cœur. Qui était sûre de son choix. Et puis la petite voix que j'appelle la voix de l'ego, entre guillemets, la voix des doutes, de l'instinct de survie. Voilà, donc j'avais deux petites voix qui bataillaient un peu en moi. Et les médecins étaient là pour vous répondre, j'imagine. Oui, bien sûr, oui. S'il y avait des interrogations, je les ai vues aussi tout au long du parcours. Donc on est quand même bien informé de comment ça va se passer, quelles sont les conséquences après. Voilà. Et s'agissant de votre sœur, Lucie, comment est-ce qu'elle l'a vécu de son côté ? Est-ce qu'elle a émis des réticences ? Est-ce qu'au contraire, elle était partante ? Elle a toujours été plus ou moins réservée, c'est-à-dire qu'elle ne m'a jamais poussée en me disant « Ah bah ok, super, tu me donnes ton rein, merci beaucoup ». En fait, elle est toujours restée très sur la réserve parce elle me laissait le choix de me dire à n'importe quel moment, si tu ne souhaites plus donner ton rein, je ne t'en voudrais pas, on partira elle partira sur une autre solution. Mais voilà, donc plutôt de la réserve et elle avait aussi de la culpabilité de me infliger ça, malgré elle. Voilà. Et l'après, qu'est-ce que vous avez ressenti émotionnellement Alors, après, les sentiments sont aussi contrastés, en tout cas pour ma part, parce qu'il y a à la fois le sentiment de fierté aussi, de satisfaction, le fait le bonheur d'avoir fait ce geste pour ma sœur. Et puis, il y a aussi un cheminement, un peu comme un processus quand on sort d'un traumatisme, en fait, pour se remettre d'un événement dans sa vie. Et donc, il y a quand même tout un cheminement psychologique, en tout cas, que j'ai ressenti, moi. Ça m'a pris beaucoup de temps, plusieurs mois, même plusieurs années, pour être plus sereine face à ce don. Et du côté de ma sœur aussi, toujours vis-à-vis de cette culpabilité envers moi, il lui a fallu plusieurs années aussi pour se remettre. Aujourd'hui, vous diriez que ça vous a profondément changé ? Oui, complètement. Ça m'a remis dans un chemin de vie que j'avais peut-être laissé de côté. Parfois, on grandit avec cette idée qu'il faut cocher des cases et qu'on doit accomplir des choses dans sa vie. Et je m'étais un peu éloignée justement de ma fibre artistique. Et avec cette greffe et tout ce que ça a impliqué dans ma vie de remise en question vraiment existentielle, ça m'a remis sur le chemin de l'écriture, du dessin que je faisais beaucoup quand j'étais petite et que j'avais un peu laissé. Oui, on va y revenir également. Et votre relation avec votre sœur, elle en est ressortie changée, elle aussi ? On était déjà très proches, mais là, du coup, encore plus. Donc, c'est des contacts vraiment quotidiens. On est vraiment unis.
Et pour un peu plus de précision et de concret sur la situation d'un greffé, quelle était la situation de votre sœur avant la greffe? Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle apprenne jusqu'au verdict? Oui, en fait, ma sœur avait déjà une maladie en fait, de naissance dont les conséquences pouvaient notamment toucher les reins. Donc on le savait. Voilà, c'est juste que l'insuffisance rénale est arrivée beaucoup plus vite que ce qui était prévu en fait. Mais on savait que tôt ou tard, un jour, elle aurait des soucis avec ses reins, sauf qu'on pensait que ce serait... Au quotidien, ça affectait son quotidien? Alors, pas au quotidien au niveau de l'insuffisance rénale, parce que la greffe a été quand même réalisée très tôt. Elle n'a pas eu à attendre plusieurs années, puisque j'étais là tout de suite dès qu'elle a été diagnostiquée. Donc voilà, elle n'a pas eu à avoir Enfin, elle n'a pas fait de dialyse, il n'y a pas eu de prise en charge médicale autre que d'attendre la greffe et elle aussi de passer les examens pour aller vers l'opération. Et elle, aujourd'hui, elle va bien? Oui, très bien. Ouais, elle s'est bien remise. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire votre livre? Quel a été l'élément déclencheur? Alors, le livre, je l'ai écrit environ 1 an et demi après, parce que justement, j'étais toujours plongée dans cet univers de la greffe, dans l'univers médical. J'avais du mal, en fait, à passer à autre chose. Et j'avais besoin de l'exprimer pour sortir tout ce que j'avais vécu de moi. Et comme j'écrivais déjà beaucoup quand j'étais petite, voilà, l'idée est venue après de l'écrire. Et en fait, le manuscrit, est resté dans un tiroir pendant plus de 6-8 ans, puisque ça fait 10 ans maintenant aujourd'hui que la greffe est passée. Et il est resté dans un tiroir parce que j'avais du mal à... Enfin voilà, fallait que je trouve le temps, moi aussi, de cheminer sur le chemin de la guérison et de l'acceptation de cette greffe. Et quand je me suis sentie prête, et ben voilà, je l'ai ressorti et proposé à des maisons d'édition. Et il y a un message en particulier que vous souhaitez transmettre, s'il fallait retenir une idée? C'est que donner un rein de son vivant, c'est un acte de générosité qui change des vies. Qu'en France, il y a seulement environ 12-13% des greffes rénales qui sont faites par des donneurs vivants. Mais que cette forme de greffe est vraiment une chance pour les greffés parce que dans la plupart des cas, le greffon, ce qu'on appelle le rein qui est greffé, a plus de chances de tenir sur la durée. Enfin, en tout cas, pour ma sœur et moi, c'est comme ça aussi qu'on nous l'a présenté, du fait aussi qu'on soit sœurs. Voilà, donc ça évite beaucoup de complications pour le greffé. Et voilà. Et vous diriez qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues autour du don d'organes? Quels sont-ils les principaux Je pense que les principales idées reçues, c'est surtout la peur. La peur pour soi-même déjà, parce que donner un organe, on se dit si la vie nous a créés avec 2 reins, c'est que potentiellement on a besoin de 2 pour vivre. Donc je pense que les peurs sont surtout liées à la peur de mourir, la peur de ce qui peut arriver plus tard. Voilà. Et dans le livre, vous donnez également la parole à votre sœur, à travers des extraits de son journal. Pourquoi était-ce important qu'elle participe? Parce que l'aventure, elle s'est faite à 2. Et même si le livre retrace l'histoire que j'ai vécue moi, donc c'est surtout le point de vue de la donneuse, j'avais vraiment envie que ma sœur, à travers ses textes, soit présente pour retranscrire aussi ce qu'elle a vécu. Et je pense que c'est aussi intéressant pour les lecteurs, en fait, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, d'avoir les 2 points de vue. Voilà. Et le don d'organes concerne aussi les enfants. On en parle tout de suite dans la loupe de Marine. Et Marine, derrière chaque greffe, il y a une histoire de courage et de générosité, comme celle d'Alice et sa famille. Oui, c'est une histoire de résilience. En automne 2018, Florence Boutet et son mari Yves imaginent les pires scénarios dans les couloirs de l'hôpital Necker à Paris. Leur fille Alice a été victime d'un grave accident entre la vie et la mort. La jeune fille de 16 ans a de multiples fractures au crâne causées par un choc violent à la tempe dû à un coup de pied provenant du cheval dont elle s'occupait. Les parents sont effondrés, entendent le neurochirurgien leur expliquer que les séquelles et les dommages au cerveau d'Alice sont colossaux et qu'elle sera sans doute fortement handicapée. Entre parents, la discussion se divise entre 2 options, si elle vit ou si elle meurt. Et très rapidement, si elle meurt, ils évoquent l'idée du don d'organes. Je cite la maman, « C'est venu naturellement. Avec le recul, je pense que cela nous rassurait de nous projeter dans la vie des autres pour occulter la mort de notre enfant qui n'était pas concevable. » Et alors, même si par miracle, l'opération s'est bien passée, les médecins annoncent à Florence et Yves que les constances de leur fille se dégradent.
Tout à fait. Et de retour à leur domicile, le conseil de famille acte une décision. Si Alice ne peut plus vivre, elle permettra à d'autres de continuer de le faire. Avant-dernière d'une famille de 4 enfants, même sa petite sœur de 10 ans a confié que c'était super que le cœur de sa sœur puisse permettre à quelqu'un de vivre. Tout prélèvement d'organes compatible avec un receveur est donc autorisé. 6 personnes ont été sauvées par ce don. Même si les informations de chaque receveur restent confidentielles et anonymes, Florence, la maman, a continué de prendre de leurs nouvelles pendant des mois. Des années plus tard, elle publie un livre, Le don d'Alice. Elle rend bien sûr hommage à sa fille et appelle aussi à lever le tabou autour du don d'organes. Sa fille n'est pas morte pour ce don, mais parce qu'elle est décédée, elle les a réalisés. Je me permets de la citer une dernière fois, c'est abrupt, mais le don d'organes fait que sa mort est un peu moins injuste. Merci beaucoup, Marine, c'est très émouvant. Nathalie, le don d'organes aux enfants, c'est le tabou absolu, selon vous? Je pense qu'en fait, c'est tellement difficile. Souvent, les conditions, enfin voilà, la situation arrive de manière brutale. Donc, c'est sûr qu'entre la douleur de la perte d'un enfant, j'imagine, et le potentiel qu'il peut y avoir en disant bah voilà on va prélever des organes pour d'autres personnes, je pense qu'il faut quelque beaucoup chose de d'impensable. courage. Oui, voilà, quelque chose d'impensable, mais aussi beaucoup de courage, je pense. Et plus globalement, comment mieux sensibiliser le grand public aux dons d'organes? Mais je pense que ça passe par de l'information déjà, aussi vraiment parler de ce sujet de manière plus libre peut-être. C'est aussi l'idée de ce livre aussi, il est là aussi pour ça, d'en parler, de faire connaître en fait cette situation, puisqu'on entend, en général on en entend parler, mais au moment où on en est confronté, mais on en entend peut-être moins parler autour de nous. Et je pense que plus il y aura de témoignages sur ce sujet, plus les gens seront familiers, en tout cas, avec cette notion. Et à votre avis, pourquoi on n'en parle pas si librement, si ouvertement aujourd'hui encore? Bien, peut-être que c'est parce que ça touche quelque part à l'intégrité de notre corps, que l'intégrité du corps est importante pour nous. Voilà, je pense aussi que c'est peut-être culturel aussi. Voilà, c'est réservé vraiment à la sphère. C'est des questions qui sont vraiment d'ordre médical et qui touchent la maladie, la mort, donc des thèmes qui peuvent faire peur. Nathalie, pourquoi c'est important de parler ouvertement du don d'organes? Je pense parce qu'il y a peut-être un besoin de mieux comprendre ce qu'est un don d'organes, ce que ça implique, en tout cas pour les donneurs vivants, puisque là c'est le cas du livre avec la greffe rénale, et vraiment de mieux expliquer les enjeux aussi pour les personnes greffées, toutes les personnes qui sont en attente d'un organe, et vraiment un peu démystifier ce que ça peut être et apaiser surtout les peurs ou les inquiétudes des personnes. Et néanmoins, l'actualité ne nous aide pas parce que récemment, je crois que c'était il y a 2 semaines aux États-Unis, un donneur, une personne en tout cas à qui on prélevait un organe, s'est réveillé pendant le prélèvement. Conséquence directe, en France, les refus de dons d'organes ont augmenté. D'accord. Un sentiment sur ce phénomène, est-ce que... Je comprends la peur de se réveiller pendant l'opération. Ouais. Est-ce que vous l'aviez, vous? Oui, moi j'avais très peur de l'opération. C'est dans le top des idées qui nous hantent? Oui, je pense, oui, entre la peur de mourir pendant l'opération ou la peur de se réveiller pendant l'opération, je pense que oui, ça fait partie des peurs qui étaient en tout cas pour moi les plus fortes. Voilà, après... C'est vraiment rarissime, je pense, malheureux pour la personne, et je crois qu'il faut rester confiant dans toutes les solutions qui sont proposées. Comment ça se passe de manière générale. Et vous, là, du coup, vous sensibilisez, vous racontez votre histoire. Ça ne s'arrête pas à l'opération. J'imagine que la peur retombe, ouf, l'opération est passée, mais il y a tout le post-opératoire qui suit. Oui. À quel point c'est dur à gérer, à quel point il faut peut-être aussi sensibiliser pour expliquer que finalement, c'est la suite d'une opération, mais on s'en remet et on peut donner un organe de son vivant. Oui, tout à fait. Surtout qu'il existe des groupes de soutien, des groupes de parole pour les donneurs. Il y a aussi des groupes de parole pour les personnes greffées, parce que les personnes greffées ont tout autant de sentiments mêlés, de joie de vivre à nouveau, la culpabilité parfois d'avoir un organe d'une autre personne. Donc,
Voilà, je pense qu'en parler, exprimer vraiment ce qu'on ressent et cheminer comme tout, pour tout traumatisme, en fait, se faire aider si on en a besoin. Mais en tout cas, savoir que pour ce qui est de la greffe rénale, on vit très bien après avec un seul rein. Si on a une hygiène de vie correcte, comme tout un chacun aussi est censé avoir, tout est censé bien se passer. On a un contrôle annuel qui est prévu, un bilan annuel pour s'assurer que tout va bien. Et sinon, on vit très bien. Ça n'a aucun impact sur le quotidien ? La façon de repenser son hygiène de vie, la façon dont on s'alimente, dont on consomme de l'alcool peut-être, je sais pas. Oui, alors en fait, ce qu'il faut, c'est, finalement, en tout cas moi, ce qu'on m'a conseillé, c'est de vivre de manière saine. En fait, voilà, mais l'hygiène de vie saine qu'on préconise pour tout un chacun, en fait, donc de ne pas faire d'excès. Un petit peu plus vigilant que la moyenne. Et ben, il faut être vigilant. Oui, on peut surveiller quand même en cas de maladie ou si on a peut-être de la fièvre ou, enfin voilà, d'être vigilant sur notre corps et quand on est malade. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas de régime strict. En tout cas, pour ma part, je n'avais pas de régime strict à suivre. Et sur le plan physique, vous pouvez continuer à faire du sport tout à fait normalement. Oui, si vous étiez athlète de haut niveau, vous pourriez l'être. Alors, je ne suis pas experte en athlète de niveau, mais en tout cas, on ne vous a jamais préconisé de ralentir la cadence Non, ou de je peux continuer à faire du sport normalement, oui, pas de souci. Et vous concernant, si aujourd'hui vous deviez prendre la responsabilité de dire oui ou non au sujet d'un proche pour qu'il donne un organe, vous diriez quoi ? S'il devait le donner un organe à quelqu'un, ou si vous vous étiez retrouvé dans la position de celle de vos parents, par exemple, à l'époque où vous avez voulu le donner à votre sœur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez ? Vas-y sans hésiter, ou vous auriez quand même malgré tout des réticences ? Alors, je pense que je dirais à cette personne de vraiment faire en son âme et conscience, parce que de toute façon, il faut que la personne soit consentante, même si on peut l'encourager ou autre, il faut le sentir au plus profond de soi. Toutes les parties qui sont concernées, que ce soit les médecins ou les professionnels au milieu juridique ou éthique, s'assurent en fait de vraiment ce consentement plein et éclairé. Si c'est une question de peur, ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il faut écouter plutôt la voix de l'amour en soi qui nous dit qu'on va faire quelque chose de beau et qu'on peut sauver une vie et ne pas hésiter à se faire accompagner et en parler à des personnes compétentes et de confiance autour de soi. Et vous dites que vous n'avez pas été accompagnée psychologiquement pendant, mais aujourd'hui ou même juste après, vous avez eu un suivi ? Après, plusieurs années après, oui, j'en ai ressenti le besoin. Du coup, voilà, j'étais prête aussi à en parler. Qu'est-ce qui vous traversait à ce moment-là ? C'était en fait, je revivais pas mal de périodes en fait de la grève, de tout le parcours, les peurs que j'avais eues, l'opération, un peu avant l'opération, un peu après. Voilà, je pense qu'il y a une période, en tout cas pour moi, j'ai ressenti comme un deuil à faire de mon rein qui n'était plus là. Il y a l'acceptation aussi de tout ce parcours, même si on est engagé, on est humain et on a toujours plein de sentiments mêlés en fait. Et donc voilà. Et vous disiez tout à l'heure que ça a changé votre vie quelque part, ou du moins des choix de vie. Qu'est-ce qui a changé de majeur dans votre vie ? La place de l'art ? Oui, c'est ça. J'ai quitté l'environnement juridique dans lequel je travaillais pour vraiment me consacrer à temps plein à mon activité artistique, en fait. Donc, c'est déjà ça. Et puis, je faisais beaucoup de yoga, de méditation à l'époque et ça a pris vraiment plus d'ampleur grâce à cette aventure humaine. Donc, c'est vraiment une reconnexion à soi et de vivre vraiment en ayant à cœur de suivre vraiment qui on est au fond de soi, en fait. De ne pas attendre en se disant « j'aurai le temps plus tard ». C'est ce que ça a provoqué en vous. Oui, un sentiment d'immédiateté et qu'il faut vivre maintenant, en fait. Là, vous avez d'autres projets à venir ? Oui, là, je travaille à la création d'un podcast, justement, sur le sujet. Ok, très bien. Voilà, Vous pouvez nous en dire plus ou c'est encore trop tôt ? Alors, je travaille encore dessus, mais il sera lancé prochainement et c'est aussi pour sensibiliser d'une autre façon sur ce sujet et contribuer à diffuser en fait le témoignage. C'est-à-dire que vous allez recevoir des donneurs, des greffés, ça va s'articuler ? Alors je pense oui que sur certains épisodes il y aura des personnes invitées parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir le point de vue d'autres personnes. Et sinon ça partira en fait de l'expérience en fait de ce qui est aussi dans le livre, dans le roman, pour rebondir sur des sujets, apporter peut-être plus de clarté, d'inspiration.
Voilà. Et du Est-ce que soutien aux personnes ça concernées. s'adressera aux jeunes, par exemple? Ça pourrait être utilisé comme support dans les écoles? Pourquoi pas, oui. Merci beaucoup. Merci Nathalie Asseya, autrice, dessinatrice, illustratrice de Le Rein du Cœur aux éditions Récit, marraine de l'association Pousse de Bambou. Merci à toi, Marine. Merci. À demain pour une prochaine édition.